Et si le roi de la pop n'était pas mort d'une simple overdose? Et si, derrière son sourire légendaire et ses pas de danse surnaturels, se cachait un homme traqué, un homme qui en savait trop? Michael Jackson n'était pas seulement un artiste, il était un témoin. Il avait vu ce que peu osent voir. Il avait compris que le monde n'est pas tel qu'on nous le raconte. Derrière les projecteurs, les fans hystériques et les trophées dorés, il y avait une vérité bien plus sombre. Une vérité qui, selon lui, aurait pu lui coûter la vie. Ce soir, nous allons plonger dans l'un des récits les plus mystérieux et les plus dérangeants de l'histoire moderne. Celui d'un génie brisé, d'un homme éveillé, d'un homme peut-être sacrifié. Bienvenue sur Histoires émouvantes. Si ce sujet vous intrigue, alors abonnez-vous et activez la cloche. Ce que vous allez découvrir va littéralement changer votre façon de voir le monde. Et vous ne voudrez pas manquer la suite. Likez cette vidéo si, vous aussi, vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose d'étrange derrière la fin tragique de Michael Jackson. Car ce que nous allons explorer ensemble dépasse tout ce que vous croyez savoir. Ils veulent me faire taire, mais je ne me tairai pas. Michael Jackson, 2002. Dès son plus jeune âge, Michael Jackson n'était pas un enfant comme les autres. Il chantait, dansait, captivait les foules. Mais ce que peu savaient, c'est qu'il était aussi un observateur silencieux. Derrière les rideaux des coulisses, l'enfant prodige voyait, entendait, notait. En 1979, alors que Off the Wall fait un carton, Michael commence à poser des questions. Trop de questions. Sur les contrats, sur les chiffres, sur les visages qui sourient trop et les poignées de main trop fermes. Il est jeune, mais pas naïf. Une conversation avec Quincy Jones, restée confidentielle, l'aurait ébranlé. Mike, t'es pas dans un conte de fées. C'est un business. Et dans ce business, il y a des règles que tu veux pas connaître. Michael comprend qu'à Hollywood, le talent n'est qu'un masque. Derrière les studios, il y a des cercles, des réunions, des pactes. Il entend parler des clubs, du pouvoir de certaines familles, des noms qui reviennent trop souvent. Et puis, il y a ces symboles, sur les pochettes d'albums, dans les clips d'autres artistes. Des yeux, des pyramides, des mains sur la poitrine. Il commence à chercher, à lire, à comprendre. Thriller, sorti en 1982, devient l'album le plus vendu de tous les temps. Un chef-d'œuvre. Mais selon certains chercheurs, c'est aussi un message codé. La vidéo de Thriller n'est pas qu'un hommage au film d'horreur. C'est un avertissement. Michael incarne un homme qui se transforme, contre son gré, qui lutte contre une force obscure en lui. La métaphore est puissante. À la fin du clip, alors que le personnage se retourne vers la caméra avec des yeux jaunes, un rire démoniaque retentit. Selon des théoriciens, ce rire symbolise la prise de contrôle. Michael sait que quelque chose l'habite ou l'utilise. En 1979, alors que Off the Wall fait un carton, Michael commence à poser des questions. Trop de questions. Sur les contrats, sur les chiffres, sur les visages qui sourient trop et les poignées de main trop fermes. Il est jeune, mais pas naïf. Une conversation avec Quincy Jones, restée confidentielle, l'aurait ébranlé. Mike, t'es pas dans un conte de fées. C'est un business. Et dans ce business, il y a des règles que tu veux pas connaître. Michael comprend qu'à Hollywood, le talent n'est qu'un masque. Derrière les studios, il y a des cercles, des réunions, des pactes. Il entend parler des clubs, du pouvoir de certaines familles, des noms qui reviennent trop souvent. Et puis, il y a ces symboles, sur les pochettes d'albums, dans les clips d'autres artistes, des yeux, des pyramides, des mains sur la poitrine. Il commence à chercher, à lire, à comprendre. Chapitre 2, Thriller et les signes cachés. Thriller, sorti en 1982, devient l'album le plus vendu de tous les temps. Un chef-d'œuvre. Mais selon certains chercheurs, c'est aussi un message codé. La vidéo de Thriller n'est pas qu'un hommage au film d'horreur, c'est un avertissement. Michael incarne un homme qui se transforme, contre son gré.
qui lutte contre une force obscure en lui. La métaphore est puissante. À la fin du clip, alors que le personnage se retourne vers la caméra avec des yeux jaunes, un rire démoniaque retentit. Selon des théoriciens, ce rire symbolise la prise de contrôle. Michael sait que quelque chose l'habite, ou l'utilise. Il commence à parler de plus en plus ouvertement dans ses journaux intimes. Il écrit qu'il est entouré de serpents, qu'on l'utilise, qu'il veut créer une musique pour guérir l'humanité. Un projet que certains décrivent comme anti-système, mais les producteurs veulent des hits, pas des hymnes de révolte. Dans Bad, 1987, Michael commence à prendre le contrôle créatif. Il décide du look, du son, des paroles. Mais c'est dans Dangerous, 1991, que les choses deviennent évidentes. Trop évidentes, selon certains. La pochette de l'album est une mosaïque de symboles occultes, métaphysiques, mystiques, une véritable énigme visuelle. On y voit un masque, des yeux, une pyramide, des visages d'enfants, des animaux mythiques et une clé dorée. Des chercheurs en symbolisme affirment que cette clé est une référence directe à la clé des Illuminati, l'accès au savoir caché. Michael aurait voulu dire « Je sais, j'ai vu, et je le montre ». Le clip de Black or White est lui aussi sujet à controverse. Il se termine par une scène où Michael casse des vitres portant des mots comme « hate », préjudice, racisme. Mais une version non censurée montre aussi des symboles mystiques tagués derrière. Une croix renversée, une pyramide. Michael est en colère. Il sait, et il veut avertir. Man in the Mirror est souvent vu comme une chanson humaniste. Mais selon des proches de Michael, c'est aussi une confession. Le miroir, c'est le reflet de sa double vie. Celle de l'artiste et celle de l'homme réveillé qui voit au-delà du voile. Dans ses journaux, Michael parle d'une grande illusion qui contrôle le monde, de puissances cachées qui gèrent les gouvernements, les banques et la culture. Il ne parle pas de façon claire, mais en code. Certains mots sont barrés, d'autres remplacés par des symboles. Il a peur. Il se sent observé. Il confie à sa sœur Latoya « Ils peuvent me tuer pour ce que je sais ». Elle ne comprend pas, ou fait semblant. Mais Michael commence à prendre ses distances. Il veut créer son propre label, son propre empire, sortir du système. Il rêve d'une terre, loin des USA, où il pourrait construire une colonie de paix, un lieu pour les enfants et les artistes du monde entier. Il devient dangereux, pour certains. En 2002, Michael accorde une interview méconnue, dans laquelle il dit clairement « Il y a une conspiration contre moi, une grande conspiration. Les mêmes forces qui ont détruit d'autres artistes essaient de me faire tomber. Ils ne veulent pas que je parle. » Le ton est grave. Il accuse l'industrie musicale de corruption, de racisme, mais surtout de manipulation. Il parle de puissances invisibles. Il ne les nomme pas, mais on sent qu'il sait exactement de qui il parle, et qu'il a peur. Il termine l'entretien par ces mots. « Je suis un homme pacifique, mais je ne peux pas me taire. L'humanité a besoin de savoir. » Après les déclarations troublantes de Michael Jackson en 2002 sur l'industrie musicale, un vent glacial souffle dans les coulisses du show business. Le monde continue d'applaudir, de danser sur Billie Jean, mais dans l'ombre, certains s'agitent, car Michael, à ce moment-là, n'est plus un simple artiste. Il est devenu un homme qui a vu, un homme qui a compris, et surtout, un homme qui parle. En 2003, son visage est partout. Tabloïds, chaînes d'infos, caricatures. Il devient la cible d'un lynchage médiatique sans précédent. Les accusations s'accumulent, les procès s'enchaînent. Mais beaucoup s'interrogent. Pourquoi maintenant? Pourquoi une telle haine soudaine? Dans une interview donnée hors caméra, un ancien agent de la Sony aurait glissé à un journaliste « Ce gars veut tout contrôler. Il parle trop. Et il ne se laisse pas manipuler. Dans ce business, quand tu fais ça, tu signes ton arrêt de mort. » En 1995, Michael sort un album double, History, Past, Present and Future, Book 8, un titre évocateur. Ce projet est bien plus qu'une rétrospective, c'est une déclaration de guerre.
Dans la chanson They Don't Care About Us, il dénonce sans détour les injustices systémiques, le racisme, la corruption politique. Le clip original est tourné dans une prison et dans une favela brésilienne, un choix qui, selon ses proches, n'est pas anodin. Il voulait que le monde voie les oubliés, les opprimés. Mais les paroles dérangent. Des lignes comme « Jew me, sue me, everybody do me » font l'objet de controverses, bien que Michael ait clarifié que ces mots visaient à dénoncer les stéréotypes et non à les promouvoir. Il est forcé de modifier la chanson, de s'excuser, mais le message est passé. Les puissants l'ont entendu. Un autre morceau, DS, s'attaque directement à un certain Dom Sheldon, que beaucoup identifient comme Thomas Snedden, le procureur qui a longtemps poursuivi Michael. Dans cette chanson, la rage est palpable. Dom Sheldon is a cold man. Il ose nommer ses ennemis, il les montre du doigt, et à partir de là, tout bascule. Pendant les années 2000, plusieurs chercheurs en conspiration et analystes indépendants publient des documents liant Michael Jackson à des tentatives de dévoilement de réseaux secrets. Parmi eux, certains noms reviennent, des membres de familles puissantes, des dirigeants de multinationales, des figures politiques influentes. Selon ces analystes, Michael aurait tenté de faire la lumière sur le contrôle de l'industrie musicale par une élite financière, l'exploitation des artistes comme pions économiques et symboliques, l'utilisation de la culture pop pour endormir les masses. Il est en contact avec des chercheurs, des journalistes alternatifs. Il commence à collecter des documents, à écrire des lettres manuscrites. Plusieurs de ces lettres, retrouvées après sa mort, comportent des phrases troublantes comme « Ils m'ont enchaîné au trône, mais je vais tout brûler » ou encore « Le monde pense que je suis fou, c'est ce qu'ils veulent, mais je suis éveillé ». Des collaborateurs témoignent avoir vu Michael obsédé par les Illuminati. Il aurait collectionné des ouvrages anciens, fréquenté des bibliothèques ésotériques, visionné d'innombrables documentaires interdits. Il disait à son entourage « L'histoire qu'on vous raconte n'est qu'un écran de fumée. Les vrais maîtres ne sont pas élus. » À mesure que sa paranoïa croît, son art devient encore plus cryptique. Dans ses derniers clips et performances, Michael glisse ce que certains décrivent comme de véritables signaux de détresse. Dans son concert de Munich, en 1997, il entame une mise en scène représentant un dictateur totalitaire sur une musique militaire. Il défile comme un général, des chars en fond d'écran. Un spectacle choc. Beaucoup ne comprennent pas, mais les connaisseurs voient un message. Il mime le monde tel qu'il est devenu, contrôlé, militarisé, froid. Dans Ghost, un court-métrage coécrit avec Stephen King, Michael incarne un maître de cérémonie rejeté par une foule en colère. Il y est accusé d'être bizarre, différent. À la fin, il meurt symboliquement, pour mieux renaître. Le scénario a été écrit bien avant ces accusations judiciaires, mais il semble en être la prémonition. Dans certaines performances live, il répète des gestes énigmatiques, les bras en croix, le doigt vers le ciel, des regards appuyés vers la caméra. Les fans y voient des appels à l'aide, ou des avertissements. Un ancien danseur témoignera « Michael nous disait, chaque mouvement a un sens, rien n'est anodin, il faut que ceux qui savent en comprennent. » L'un des éléments clés de cette guerre invisible, c'est le conflit entre Michael et Sony Music. En 2002, lors d'une conférence à Harlem, il accuse publiquement la maison de disques et son PDG de l'époque, Tommy Mottola, de comportements racistes et abusifs. Sony est une entreprise diabolique, et Tommy Mottola est le diable. Des mots puissants, trop puissants. Il déclare qu'on l'empêche de récupérer ses droits, qu'on cherche à l'étouffer, qu'on veut ruiner sa réputation. Peu après cette sortie médiatique, le rouleau compresseur s'active. Les accusations se multiplient. Les journalistes s'acharnent. Michael est décrit comme instable, dérangé. Son apparence physique devient une cible. Mais les fans, eux, sentent le piège. Ils voient le regard inquiet d'un homme autrefois intouchable. Et ils commencent à poser des questions.
Des vidéos amateurs émergent. Des conférences sont organisées. Des livres sont écrits. Une communauté naît. Ceux qui pensent que Michael Jackson n'était pas qu'une pop star, mais un messager. Les dernières années de Michael sont celles d'un homme reclus, mais aussi d'un homme lucide. Il évite les médias, mais garde une activité créative intense. Il enregistre des démos, des messages vocaux, des notes manuscrites. Dans un enregistrement vocal de 2004, jamais diffusé au grand public mais analysé dans des cercles spécialisés, Michael dit « Il y a une conspiration pour me tuer. Ils veulent que je prenne une mauvaise dose, que je parte comme tous les autres, mais je me protégerai. » Il cite aussi Marvin Gaye, Sam Cooke, Tupac, Biggie, tous morts dans des circonstances troubles. Il pense faire partie de la liste. Il se méfie de ses médecins, de ses collaborateurs. Il veut s'exiler, parle de partir en Afrique, de créer un sanctuaire. À ses enfants, il écrit des lettres codées. Il y glisse des cartes, des dessins. Certains chercheurs pensent qu'il tentait de transmettre un savoir ou de leur dire qui étaient ses ennemis. Et puis, en 2009, il annonce son retour. This is it. Ce sera son ultime série de concerts. Mais selon certaines sources, ce projet n'était pas qu'un comeback musical. C'était une tribune, un spectacle où, selon ses proches, il comptait tout révéler. Il y aurait eu des séquences dénonçant la manipulation mondiale, des vidéos inédites, des messages audio, mais il n'en aura jamais l'occasion. Le 25 juin 2009, Michael Jackson est retrouvé inconscient. Mort quelques heures plus tard. Officiellement, d'une surdose de médicaments. Mais officieusement, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une overdose, c'est plus grand que ça. Anonyme, ancien collaborateur de MJ. Les derniers mois de la vie de Michael Jackson ressemblent à un thriller psychologique. Officiellement, il prépare son grand retour avec la série de concerts This Is It. Les répétitions s'enchaînent, mais derrière les rideaux de velours et les sourires fatigués, quelque chose ne va pas. Selon plusieurs témoignages, Michael semble inquiet. Il dort mal. Il se sent épié. Il change souvent de téléphone. Certains proches affirment qu'il avait des soupçons sur son entourage. D'autres racontent qu'il prenait des notes, enregistrait des conversations. Dans son entourage proche, le mot « assassinat » est murmuré en coulisses. Michael aurait affirmé à son garde du corps, quelques semaines avant sa mort, « Ils veulent me faire taire. Je suis trop dangereux maintenant. » Mais de qui parlait-il? Et pourquoi maintenant? Le 25 juin 2009, à 12h21, un appel au 911 signale un arrêt cardiaque. Michael Jackson est déclaré mort peu après. Le monde est sous le choc. Mais très vite, des détails étranges apparaissent. Le docteur Conrad Murray, médecin personnel de Michael, est rapidement pointé du doigt. Il aurait administré du propofol, un puissant anesthésiant, pour aider Michael à dormir. Mais plusieurs questions restent sans réponse. Pourquoi Murray a-t-il attendu plus de 20 minutes avant d'appeler les secours? Pourquoi n'y avait-il pas d'équipement de réanimation adéquat sur place? Pourquoi le dossier médical est-il si confus? Plus troublant encore, certaines doses retrouvées dans le corps de Michael ne correspondaient pas à la prescription connue. Le témoignage d'un enquêteur relance les soupçons. Rien ne colle. Soit Murray est incompétent, soit il obéissait à des ordres. L'autopsie officielle conclut à une overdose de propofol. Mais le rapport contient plusieurs incohérences. Des blessures aux jambes inexpliquées, des doses de médicaments qui ne correspondent pas à l'ordonnance, l'état du cœur de Michael, décrit comme surprenant pour un homme de son âge et de sa condition physique. Un autre détail perturbe les enquêteurs indépendants. Les bandes de vidéosurveillance de la maison de Michael ont mystérieusement disparu. Les heures précédant la mort, introuvables. Certains anciens employés affirment avoir vu des personnes entrer dans la résidence la veille. Des visages inconnus, jamais identifiés. Et puis il y a ce message vocal retrouvé sur un téléphone sécurisé appartenant à Michael. Il m'observe. Je dois disparaître avant qu'il ne me fasse disparaître. This Is It devait être la tournée du siècle. 50 concerts à guichets fermés, un retour monumental.
Mais ceux qui ont vu les répétitions témoignent. Ce n'était pas seulement un concert, c'était un manifeste. Michael prévoyait d'inclure dans son show des projections dénonçant la destruction de la planète, des messages subliminaux sur la paix mondiale, un discours filmé dans lequel il aurait abordé des sujets sensibles. Ce discours, selon certains techniciens, n'a jamais été diffusé. Il aurait été effacé des archives. Un proche producteur, sous couvert d'anonymat, déclara « Il voulait tout balancer. Il disait que c'était sa mission. Mais ce qu'il voulait dire aurait choqué la planète entière. » Certains y voient la vraie raison de sa mort. Après sa mort, plusieurs personnes proches de Michael commencent à parler, lentement, prudemment. La sœur de Michael, Latoya Jackson, déclare « Michael a été assassiné. Tout le monde le sait dans la famille, c'était un complot. » Jermaine Jackson, son frère, évoque une main invisible derrière sa disparition. Même Paris Jackson, sa fille, dira plus tard dans une interview « Il m'a dit qu'ils allaient le tuer, et ils l'ont fait. » Des membres du staff affirment que Michael voulait fuir. Il avait parlé d'acheter un terrain isolé, de disparaître, de publier un livre de révélation. Un manuscrit aurait existé, selon certaines sources, intitulé « Now They Know », mais il n'a jamais été retrouvé. La dernière théorie, la plus controversée, est celle d'une mise en scène. Et si Michael Jackson avait simulé sa propre mort pour échapper à ses ennemis? Plusieurs éléments alimentent cette rumeur. Le corps vu à la morgue aurait été sous drap, jamais identifié par le public, des photos post-mortem jugées étranges et potentiellement retouchées, des vidéos floues montrant une silhouette ressemblant à Michael, captée des années après sa mort, le fait que son testament, daté de 2002, contienne des clauses inhabituelles. Des anonymes affirment l'avoir vu au Moyen-Orient, en Afrique du Sud, ou même dans un monastère en Inde. Un ancien manager aurait reçu un appel masqué, quelques semaines après les funérailles. Au bout du fil, une voix murmurait « Dis-leur que je vais bien », mais qu'ils ouvrent les yeux. La vérité sur la mort de Michael Jackson reste un mystère. Mais ce qui est certain, c'est que l'homme savait des choses. Et que ce savoir, comme un feu sacré, continue de brûler dans le cœur de ceux qui veulent comprendre. Je ne suis pas un homme, je suis une voix, et ma voix n'est pas à vendre. Michael Jackson. Michael Jackson, de son vivant, était vu comme une icône de la musique. Mais pour ceux qui ont lu entre les lignes, il était beaucoup plus. Un prophète contemporain, un veilleur dans la nuit du divertissement mondial. Tout au long de sa carrière, Michael a glissé des messages profonds dans ses chansons. Il parlait de paix, d'unité, de lutte contre les injustices, mais également de réveil spirituel. Dans Earth Song, il pleure la destruction de la planète. Dans Man in the Mirror, il appelle à la transformation individuelle. Dans They Don't Care About Us, il dénonce des élites déconnectées. Mais si ces paroles sont devenues des slogans, peu ont compris la portée totale de son engagement. J'utilise la pop pour éveiller. C'est le cheval de Troie de ma mission, aurait-il dit à un confident. Dans les années 90, Michael se plonge dans l'étude de textes anciens, spirituels et parfois ésotériques. Il s'intéresse à l'alchimie, les enseignements du soufisme, le symbolisme égyptien, les textes gnostiques, les traditions africaines anciennes, la kabbale juive. Il consulte même des rabbins mystiques. Il voit des connexions entre toutes ces traditions. Elles parlent d'un monde sous contrôle, d'un voile d'illusion, et d'une lumière intérieure que chacun porte. Un jour, en sortant d'un musée, il aurait dit à son garde du corps, « L'Égypte ancienne savait. Ils avaient les clés, mais elles ont été volées par les puissants. » Il commence à voir sa propre vie comme un combat entre la lumière et les ténèbres. Sa musique devient un vecteur d'éveil. Il se rapproche de figures spirituelles discrètes, voyage incognito pour consulter des maîtres spirituels au Moyen-Orient, en Inde, en Afrique. Michael entretient aussi des liens discrets avec des figures révolutionnaires ou marginalisées. Il admire Nelson Mandela, dont il partage les idéaux. Il s'entretient avec Coretta Scott King,
veuve de Martin Luther King. Il échange avec des figures noires musulmanes comme Louis Farrakhan, controversé mais influent. Il lit les lettres de Tupac Shakur, qu'il considérait comme un frère spirituel. Tous ont été surveillés, discrédités ou assassinés. Michael voit un schéma. Il écrit dans son journal « Ceux qui parlent trop fort finissent souvent dans le silence éternel. Mais je préfère mourir en vérité que vivre dans le mensonge. » Son objectif ? Utiliser sa visibilité planétaire pour faire passer des messages que ces autres figures ne pouvaient plus crier. Chaque clip de Michael, à partir de 1991, contient des éléments symboliques très précis. Il s'entoure d'artistes, de chorégraphes et de réalisateurs qui comprennent ce langage caché. Dans Remember the Time, tourné en Égypte antique, Michael se présente comme un mage, capable de manipuler le temps, la matière, la vie. Le clip regorge de symboles de résurrection, d'immortalité, d'ascension. Dans Black or White, il devient un passeur entre les peuples. Mais dans la version non censurée, il détruit des symboles de domination, des graffitis nazis, des croix inversées, et danse de manière frénétique. Beaucoup ont interprété cette scène comme un exorcisme public. Ces chorégraphies, elles aussi, sont codées. Les bras en croix, le sacrifice, le moonwalk, marche contre le courant du monde, les pas glissés, l'équilibre entre deux réalités, visibles, invisibles, les ruptures de rythme, les fissures dans le système. Un de ces anciens danseurs déclara « Il voulait qu'on ressente plus qu'on ne comprenne. Chaque mouvement était une onde. » Le projet This Is It, contrairement à ce que beaucoup croient, n'était pas une simple tournée. Selon plusieurs témoignages internes, Michael y avait inséré des hologrammes représentant des leaders assassinés, des images de destruction de la planète par l'homme moderne, un monologue inédit dans lequel il parlait de ceux qui tirent les ficelles et du rêve qu'ils veulent tuer chez les enfants. Ce monologue, jamais diffusé, aurait été censuré lors du montage du film posthume. Son équipe raconte qu'il avait aussi prévu un final où il montait littéralement sur une pyramide illuminée, tenant un globe terrestre en feu, puis l'apaisant en posant sa main dessus. Il disait à ses chorégraphes « À la fin, il faut qu'ils comprennent. Le feu est en nous, mais on peut le transformer en lumière. » Ce spectacle aurait dû être sa révélation finale, son testament spirituel. Au fil des écrits retrouvés après sa mort, un thème revient sans cesse. L'humanité a oublié qui elle est. Michael voyait le monde comme un théâtre contrôlé par des marionnettistes, où les individus ont oublié leur pouvoir divin, leur connexion à la source. Il appelait à refuser la manipulation médiatique, éveiller l'enfant intérieur, reprendre le contrôle de nos imaginaires, défendre les innocents, enfants, animaux, planètes, briser les cycles de peur et de haine. Dans une lettre adressée à ses enfants, il écrit « Le monde vous mentira, mais votre cœur vous dira la vérité. N'oubliez jamais la musique, c'est le langage de ceux qui résistent en douceur. » Michael Jackson a-t-il été tué pour ce qu'il savait, pour ce qu'il voulait révéler? Ou a-t-il, dans un dernier geste, transcendé le système et quitté la scène à son propre rythme? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, ces messages résonnent plus que jamais. Il s'adressait à chacun de nous, pas seulement à l'auditeur, mais à l'âme. Il voulait qu'on voie, qu'on sente, qu'on se réveille, et voilà. Vous venez de parcourir l'une des histoires les plus troublantes, poignantes et mystérieuses de notre époque. Michael Jackson, bien au-delà de l'artiste planétaire, était un homme en quête de vérité, un homme tiraillé entre l'amour qu'il portait à l'humanité et les ténèbres qui rôdent derrière les projecteurs. Ses chansons, ses gestes, ses silences, tout portait un sens. Et peut-être, en creusant au-delà des apparences, nous découvrons aujourd'hui un Michael que le monde n'a jamais voulu vraiment voir. Celui du résistant, du messager, du visionnaire. Merci à vous d'avoir suivi cette série jusqu'à la fin. Merci pour votre temps, votre curiosité, votre ouverture d'esprit. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, frissonner
ou simplement vous poser des questions, alors la mission est accomplie. Car notre but n'est pas de convaincre, mais de faire germer une pensée, une conscience, une émotion. Merci de faire partie de cette communauté de passionnés de vérité, d'histoire et de justice. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Laissez un like si cette vidéo vous a touché. Partagez cette vidéo avec vos proches pour éveiller d'autres consciences. Et surtout, dites-nous en commentaire, selon vous, Michael Jackson a-t-il été victime d'un complot? Ou avait-il simplement vu trop de choses? Votre avis est précieux, car c'est ensemble que nous poursuivons la quête. À très bientôt pour une nouvelle histoire, tout aussi émouvante. Avec respect et gratitude, l'équipe de Histoires émouvantes.